Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Al24 News. Nous sommes en direct jusqu'à peu près 20h dans l'échiquier international. Et ce soir, nous évoquerons la question migratoire dans l'Union européenne au moment où le nombre de demandeurs d'asile aurait atteint, selon les dernières données au sein du bloc européen, des niveaux inédit depuis la crise migratoire de 2015. Rien que pour le mois de juillet, 72 800 personnes ont déposé une demande d'asile dans un État membre de l'Union européenne, selon l'agence de l'UE pour l'asile, ce qui n'est pas arrivé, soulignons-le, depuis 2015. Au même moment, les parcours migratoires demeurent de plus en plus difficiles. La Méditerranée reste la route la plus dangereuse pour les migrants. Selon l'Organisation internationale de la migration, les chiffres font froid dans le dos. Depuis 2014, plus de 51 000 personnes ont péri dans leur traversée. Une victime sur deux est enregistrée en Méditerranée. On va évoquer donc ce phénomène, sa portée dans le contexte actuel, les failles de la politique migratoire dans les pays européens. Les institutions remplissent-elles réellement leur rôle? Les droits de l'homme sont-ils toujours respectés? Quelle coopération avec les pays d'origine et de transit? On fera le point sur tous ces aspects avec nos invités ce soir. Karim Zeribi, bonsoir. Karim Zeribi. Bonsoir. Très bien. On va tenter de joindre Karim Zeribi, qui est ancien député européen, consultant média en France. Est avec nous Mourad Rouigui, journaliste algérien installé à Rome. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Rafah Tabib sera également avec nous depuis Tunis. Il est géopoliticien, chercheur universitaire. Alors, on va tout d'abord revenir sur cet épisode du navire Ocean Viking qui a mis dernièrement le feu aux poudres relations diplomatiques entre Paris et Rome. 4 ans après la crise de l'Aquarius, la France et l'Italie se sont à nouveau accrochés ces dernières semaines autour de l'accueil du navire Ocean Viking qui était, rappelons-le, bloqué en Méditerranée. Après plusieurs jours de bras de fer, la France a fini par accepter d'accueillir le navire. On aimerait savoir, monsieur Rouigui, puisque vous êtes à Rome, comment a été perçue donc cette nouvelle, cette affaire par l'opinion publique en Italie? Le gouvernement vient de naître, celui de Madame Giorgia Meloni. Et un des principaux chapitres de la politique de ce nouveau gouvernement est la politique migratoire. C'est-à-dire qu'il y a une perception ici en Italie que le gros du fardeau, si je puis m'exprimer ainsi, est supporté par l'Italie. Et donc les autres pays européens n'aide pas l'Italie à soutenir ou à donner un hébergement à ces demandeurs d'asile ou à ces migrants. Donc la polémique a vite enflé parce qu'il y a eu la perception que la France ne comprenait pas ou n'avait pas la compréhension juste vis-à-vis du poids qu'est en train de supporter l'Italie. Et le gouvernement de Madame Giorgia Meloni est d'avis que cette question est européenne et donc l'approche et la politique doit être partagée par tous les pays européens. Justement, cette crise coïncide, vous l'avez dit, avec le durcissement de la ligne de l'Italie et l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni, connue déjà pour ses positions d'extrême droite, d'anti-migrants, monsieur Rouigui. Disons que cette coalition a des positions bien prononcées vis-à-vis de cette question, mais là, il ne s'agit plus de rappeler les positions des uns et des autres. Il s'agit de gérer un phénomène, comme vous l'avez souligné au début, qui est en train d'échapper, disons, du contrôle des gouvernements. Beaucoup de pays du Sud rappellent aussi d'une déferlante de migrants venant de plusieurs pays. Donc cette situation extraordinaire n'est pas le problème de l'Italie, c'est le problème de la Méditerranée, à savoir
ceux du sud de la Méditerranée, l'Algérie, et aussi l'Italie, la France. C'est seulement en appliquant une politique sage, raisonnable, qu'on arrivera à bout de cette situation qui est, comme vous l'avez souligné, une situation qui est en train de connaître des statistiques ahurissantes. Vous avez dit que nous sommes à une moyenne de 70 000 migrants qui arrivent à Lampedusa et à d'autres localités italiennes par jour. Et donc, cela rend très, très difficile la gestion de ce phénomène. En effet, donc la gestion de ce phénomène reste difficile pour les Européens. Justement, Rafah Tabib est avec nous. Bonsoir, Monsieur Tabib. Monsieur Tabib, on a donc parlé de cet épisode du navire Ocean Viking qui a mis, donc on l'a dit dernièrement, le feu aux poudres dans les relations franco-italiennes. Que reflète, selon vous, ce conflit autour d'un sujet comme le phénomène migratoire, selon vous? Eh bien, c'est une conséquence d'un vieux clivage entre la France et l'Italie. Et ce clivage a pris, à mon avis, sa profondeur la plus totale lors de l'effondrement de l'État en Libye, lorsque la France a conduit cette coalition internationale atlantiste qui a été à l'origine et qui a été à l'origine de ces vagues de migration qui sont devenues incontrôlées au Méditerranée et qui est soutenue, il faut le dire, par des milices. Ces milices à Tripoli et dans d'autres régions de la Tripolitaine sont les véritables acteurs de cette et ni la France ni l'Italie ne veulent reconnaître la part de responsabilité des deux puissances et à chaque fois de porter la responsabilité à l'une et l'autre des deux. Mais le plus important, à mon avis, c'est ce déni dans lequel sont les puissances européennes, surtout l'Italie, la France, mais aussi l'Allemagne et d'autres pays, oui, quant à la question de la reconnaissance de l'origine de tout ce drame qui est en train de se dérouler sous nos yeux. C'est vrai qu'il y a 70 000 personnes, comme vient de le dire votre honorable invité, 70 000 personnes qui arrivent à Lampedusa et à d'autres îles italiennes ou à d'autres côtes italiennes. Mais ce qu'on oublie, c'est le nombre de morts qu'il y a maintenant oui, dans les eaux de la Méditerranée. Un drame dont personne ne parle, comme si la non-arrivée de ces personnes-là était une sorte de compensation à ces pays, la France et l'Italie, afin qu'ils ne reçoivent pas des nombres supplémentaires de migrants. Alors justement, la mort est aux frontières de l'Union européenne et le drame est très important. En effet, on peut dire que cet épisode du navire Ocean Viking n'est qu'une partie, on va dire, n'est que la partie émergée de l'iceberg. Justement, est avec nous Karim Zeribi depuis Paris. Bonsoir Karim. Bonsoir. Vous êtes ancien eurodéputé, consultant média en France. J'aimerais justement rester sur cet épisode du navire Ocean Viking. Une affaire, donc on l'a su, ce navire finalement qui était bloqué en Méditerranée après plusieurs jours de bras de fer avec l'Italie. La France a fini donc par accepter d'accueillir le navire. Cela a suscité beaucoup de réactions en France. Oui, effectivement, ça a suscité beaucoup de réactions politiques sur, je dirais, tout le spectre de la vie politique nationale, avec souvent une forme d'instrumentalisation autour de ce sujet qui est celui de la gestion des flux migratoires. On a l'extrême droite qui, évidemment, ne souhaitait pas accueillir ce bateau dans le port de Toulon, l'extrême gauche qui estimait que c'était un signe d'inhumanité de ne pas accueillir ce bateau, et Emmanuel Macron et son gouvernement qui ont pris la décision à la fois d'expliquer que c'était un devoir d'humanité d'accueillir ce bateau, mais qu'il fallait aussi faire preuve d'une exigence de fermeté dans le traitement administratif
de ces personnes qui se trouvaient à bord de l'Ocean Viking, et donc un traitement administratif dans un temps record, avec énormément de moyens mis à disposition de la préfecture pour traiter les dossiers de droit d'asile. Alors, à votre avis, quelle suite pourra-t-on donner en Europe à un tel conflit entre la France et l'Italie ? On se rend compte qu'en réalité, il y a une législation européenne sur la question migratoire, mais il n'y a pas de politique commune, il n'y a pas de politique cohérente, partagée, et on vit le sujet d'immigration tel un peu une patate chaude que les pays européens se renvoient. On n'est pas du tout dans l'idée du partage, d'accueillir ces migrants sur le sol européen. D'ailleurs, les pays d'Europe du Nord qui étaient en général tolérants et ouverts sont devenus très durs sur la politique migratoire. La France l'est tout autant aujourd'hui et l'Italie ne veut pas être le port d'arrivée de ces bateaux qui traversent la Méditerranée. La Méditerranée est un cimetière dramatique aujourd'hui, plus de 30 000 morts de migrants qui veulent traverser la Méditerranée. Il faut que l'Union européenne aujourd'hui mette en place une politique qu'elle n'a pas sur la question migratoire, parce que ça éveille les questions identitaires, ça éveille les questions démographiques. Vous savez, la théorie du grand remplacement que l'extrême droite manie pour instrumentaliser électoralement les peuples européens, ça fonctionne. Ça fonctionne et ça paralyse le débat. Nous n'avons pas de débat rationnel sur cette question. Alors, le débat est totalement irrationnel. On peut s'interroger. Oui, alors on peut s'interroger pourquoi l'Union européenne peine à parler d'une seule voix. Monsieur Louiri, on aimerait vous poser cette question. Pourquoi ne parvient-on pas à une gestion efficiente de ce dossier ? Quelles sont les propositions des uns et des autres lorsqu'on sait que l'Italie, par exemple, insiste sur le fait qu'elle reçoive le plus de migrants, environ 90 000 chaque année ? Vous avez bien fait de corriger, je me suis trompé avant, précédemment, j'avais dit 70 000 arrivant par jour, c'était par mois, actuellement c'est par mois. Oui. Allez-y, monsieur Louiri. Monsieur Louiri ? Oui, je vous entends. Allez-y. Non, je réponds à votre question. L'Italie, maintenant, elle veut faire comprendre aux autres pays européens qu'il y a un seul maillon faible de la gestion du problème migrant, à savoir la Libye, d'où proviennent 99% des migrants. Pourquoi ? Parce que, comme l'a souligné un de vos invités, il y a eu cette guerre qui a complètement détruit les institutions compétentes de ce pays. Maintenant, on doit gérer un nouveau phénomène qui profite des manquements d'un État. 99% des arrivants viennent de Libye. L'Italie essaie de faire comprendre aux autres pays européens qu'elle a droit à une forme de solidarité et d'accueil partagé. Oui. Ça ne passe pas parce que le volume, peut-être que certains pays considèrent que le volume est inépuisable. Il y a aussi, et je réponds aussi au titre de votre émission, un constat d'échec aussi pour ce qui concerne le développement de l'Afrique, puisque le 99% ou disons 70% sont des migrants d'origine africaine. L'Europe a failli dans sa promesse de développer l'Afrique. Elle doit se résigner à laisser d'autres acteurs comme les États-Unis, comme la Chine, comme le Japon, qui peuvent offrir à l'Afrique un avenir qui ne consisterait pas à essayer de traverser la Méditerranée vers un Eldorado qui est imaginaire parce que l'Europe elle-même est face à une crise économique sans précédent. Et donc, l'Europe ne peut pas avoir la sécurité et continuer à maintenir un droit de regard sur l'Afrique, car, comme le dit très bien votre titre, il y a un échec, et l'échec, c'est le développement de l'Afrique qui n'arrive pas, qui tarde. Il y a des pays qui essaient, comme la Chine, les États-Unis, comme le Japon, d'offrir un avenir meilleur. Des pays sont en train d'évoluer positivement en Afrique, et donc il faut laisser à l'Afrique la capacité de se développer sans la chimère
de la migration qui ne résout aucun problème. Rafat Habib, donc la solution, c'est aussi le développement en Afrique? Ne l'oublions pas, tous ces migrants, ils viennent de quel pays? Ils viennent essentiellement de pays où il n'y a presque plus de sécurité. Lorsqu'on parle, par exemple, des flux qui viennent, par exemple, de la partie ouest de l'Afrique, dans la région du Sahara-Sahel, c'est des gens qui viennent du Mali, une région où la France est intervenue avec l'opération Barkhane et qui a été à l'origine d'un véritable désastre au niveau sécuritaire et au niveau militaire. C'est là où il y a tous ces groupes de terroristes qui avaient été à un certain moment protégés, armés, financés par certaines puissances occidentales. Ces gens viennent du Niger, un pays qui est saigné à blanc au niveau économique, au niveau de ses ressources. Ils viennent du Tchad, un pays qui a connu énormément de déstabilisation au niveau sécuritaire. Ils viennent du Burkina Faso, où il y a une véritable guerre aujourd'hui entre les terroristes d'une part et l'armée d'une autre part. Et ils viennent aussi d'autres régions qui avaient été déstabilisées depuis très très longtemps. Je le dirais aussi par la France, je parle surtout ici du nord de la Côte d'Ivoire. Donc ces régions sont émettrices de migrants qui fuient des guerres, qui fuient l'insécurité et qui fuient aussi des zones qui ont été totalement décimées au niveau économique. Lorsqu'on parle du Niger ou on parle du Mali, on parle de pays qui ont énormément de richesses, énormément de ressources. Même au niveau des ressources humaines, ce sont des pays qui ont quand même fait un pas très très important au niveau de la scolarisation, etc. Mais malheureusement, quand on voit maintenant le résultat de tout ça, après toutes ces interventions catastrophiques de la part des atlantistes, de la part de la France, eh bien, on se dit, de toutes les manières, ce n'est que l'écho naturel de ce qui s'est passé dans notre région, dans une sorte de déni, de volonté d'oublier, de faire oublier cette tragédie que nous avons vécue lors de la décennie passée. Je dirais aussi autre chose. Oui. C'est que la Libye est le couloir par lequel passe le gros de la migration. Mais il n'y a pas aussi que les régions de l'ouest de l'Europe, de l'Afrique. Il y a aussi des gens qui nous viennent de la Corne de l'Afrique, qui traversent le Soudan, qui traversent l'Éthiopie, etc., et qui viennent jusqu'à nos côtes méditerranéennes et essaient de passer. Ce qui est en train d'être vécu aujourd'hui dans notre région, c'est la volonté des pays européens, et en premier lieu des Français et des Italiens, de transformer nos pays, de transformer nos armées, de transformer tous les corps sécuritaires qui existent, y compris certaines milices en Libye, en garde-côte de l'Europe. Et c'est là le grand problème que nous avons, parce qu'il y a un véritable désaccord sur le principe même de la liberté de se déplacer. Et là, les Européens voudraient qu'il y ait un remplacement aussi démographique dans nos pays, à savoir qu'une partie de notre jeunesse quitte nos pays, surtout au Maghreb, oui, et qu'elle soit remplacée par une partie de la migration qui nous vient des pays subsahariens. Alors vous êtes d'accord, Karim Zeribi, je suppose, la responsabilité incombe également à l'Union européenne où on ne parvient toujours pas à résoudre ce problème. C'est un problème qui divise. Il y a un manque également de solidarité entre États européens sur ce dossier. Mais par rapport à ce qui a été dit, effectivement, on ne peut pas s'exonérer d'une autocritique des pays de l'Union européenne et de la France en particulier concernant les interventions qui ont eu lieu ces dernières décennies. On pense à la Libye notamment, la dernière, qui a provoqué le chaos dans ce pays. D'autres interventions ont déstabilisé le continent africain et les pays arabes. Le monde occidental est loin d'être irréprochable dans sa politique d'ingérence. Ça, c'est une évidence. Ensuite, moi, je pense que tout pays a le droit de gérer ses flux migratoires. Il suffit de le faire avec une approche aussi qui est celle du co-développement. Je pense que cela a été dit, mais ça fait bien longtemps que la Chine, la Russie et les États-Unis sont sur le continent africain aujourd'hui et ont pris la place de la France, par exemple, qui avait une politique africaine qui n'était pas digne de ce nom. Et c'est bien pour ça que la France a perdu du terrain sur ce continent. Donc oui, il faut réviser la politique de coopération, de co-développement. À l'évidence, l'Europe est aussi un continent vieillissant qui aura besoin de l'immigration, mais d'une immigration régulée, économique. Donc tout ça doit être mené de pair.
dans une politique de cohérence européenne. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, c'est un sujet qui est trop instrumentalisé, qui n'est pas abordé de manière rationnelle. Et il n'y a pas suffisamment de coopération aujourd'hui avec les pays du continent africain. C'est une évidence. Alors, à quel niveau doit-on agir selon vous? Doit-on privilégier les coopérations État avec État, Karim Zeribi? Je pense qu'il faut travailler d'État-nation à État-nation, mais il faut aussi travailler avec une politique continentale. L'Union européenne a des politiques de coopération, et puis ça n'empêche pas la France d'avoir des politiques. Et d'ailleurs, le récent voyage d'Emmanuel Macron en Algérie l'a démontré. Volonté de créer un nouvel élan, de nouvelles relations économiques, gagnant-gagnant. Et je crois qu'il faut aussi parler d'égal à égal aujourd'hui, quand on est un pays européen avec un pays africain. Et il faut sortir de cette domination liée à l'histoire et il faut arrêter cette posture, j'ai envie de dire, un peu arrogante. Je crois que les pays européens le comprennent. Parce que cela a été dit, encore une fois, la Chine est très présente en Afrique. La Russie également et les États-Unis le sont aussi. C'est un enjeu, ce continent africain. C'est un enjeu géopolitique, c'est un enjeu démographique, c'est un enjeu de développement. Et donc, nous devons aborder le sujet autrement. Moi, je crois en une politique de co-développement respectueuse, d'égal à égal. Et je crois qu'il faut tirer le bilan aussi de ce qui a été fait et qui a été mal fait en matière de politique étrangère. Et nous devons aujourd'hui faire une autocritique en regardant les choses en face. Alors, face à ce constat d'échec, justement, j'aimerais revenir sur le volet des droits humains, donc le drame que vivent les migrants, leurs conditions d'accueil qui se dégradent, et souvent les ONG épinglent les États sur cet aspect. Kamel Alouiri, vous êtes sans doute d'accord, on parle justement des violations des droits de l'homme, et cet aspect est souvent pas pris en compte par les États. En Italie, disons, il y a plusieurs ONG qui œuvrent, aussi bien italiennes qu'internationales, pour offrir le minimum, disons, aux arrivants, aux migrants. Le flux étant ayant atteint un niveau très important, on a l'impression que les conditions d'accueil ne sont pas réunies, disons ne couvrent pas ou ne respectent pas les critères internationaux reconnus par les Nations Unies et par les lois et tout l'arsenal de législation qui régule et qui réglemente cette question. L'Italie demande à être aidée. Elle déclare qu'elle fait ce qu'elle peut. Il y a ces villes qu'on a appris à connaître, Lampedusa, d'autres îles de la Sicile, sont maintenant vides. C'était des villes touristiques. Elles ont perdu leur capacité d'attraction touristique. C'est aujourd'hui des cités dortoirs pour les migrants. Maintenant, je ne sais pas si l'Italie n'a pas les moyens de faire mieux. Oui. Ceci dit, ce gouvernement a une politique qui est gérée par un ministre de l'Intérieur, M. Pantellosi, qui est un expert de ce domaine. Oui. Mais politiquement, M. Matteo Salvini, qui est le leader de la Ligue du Nord, est partisan de ce qu'on appelle migrant zéro. Oui. Et donc, sa politique, c'est de décourager les arrivées et d'y arriver avec des accords avec les pays de la rive sud. Or, 99% des autres pays, disons, tous les pays de la rive sud respectent leurs accords avec l'Union européenne. Il y a des accords de rapatriement, il y a des accords de contrôle des côtes. Le seul maillon faible, c'est la Libye. Pour ce qui est de l'Italie, justement, Morad Alouiri, les ONG appellent justement à abroger un accord controversé signé justement avec la Libye pour empêcher les traversées de bateaux de migrants vers l'Europe. Rafat Habib, sur ce point, sur la Libye, sur ce qui se passe actuellement en Libye, et sur la dégradation donc des conditions d'accueil des migrants actuellement.
oui, moi je vous appelle à traverser le miroir et voir de l'autre côté ce qui se passe en Libye. En Libye, vous avez des milices qui contrôlent des ports entiers. Je parle ici de Sabrat, je parle de Zéw et de Zouara, je parle d'autres régions un peu plus à l'est de Tripoli. Et là, il y a des milices qui tiennent de véritables centres de concentration et de rétention des migrants dans des conditions quasi inhumaines. Et ces milices sont financées dans une certaine mesure par certains, certains États européens qui voudraient que ces migrants ne traversent pas la Méditerranée. Alors, ce qui est en train de se passer, la Libye est en train de devenir de plus en plus aujourd'hui une véritable zone de rétention des migrants contre leur gré dans des situations, comme je vous ai dit, d'emprisonnement. On a même parlé de situations d'esclavage dans certains cas. Et la Tunisie est en train de devenir aussi un pays où on est en train de subir cette politique migratoire de l'Europe, mais contre notre gré aussi. On a des dizaines de milliers, on parle de centaines de milliers de migrants subsahariens qui sont bloqués en Tunisie, qui sont dans notre tissu social, qui représentent dans une certaine mesure un poids social très très important que subit notre société dans les conditions économiques et financières que vous connaissez dans notre pays. Et malheureusement, il faut donc prévoir, Monsieur Arafat Habib, les réponses humanitaires adéquates à ce problème. Merci à tous mes invités de nous avoir éclairés sur ce sujet. Merci à Karim Zeribi, ancien eurodéputé, Arafat Habib, géopoliticien, et à Morad Rouiri, journaliste installé en Italie. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News. Très bonne soirée.